S'il y a un truc auquel on pense systématiquement quand on parle d'ADN, c'est l'évolution. Non, et ça sera pour une prochaine vidéo. L'empreinte génétique. Vous savez ces petites marques ADN que la police utilise pour identifier les tueurs, par exemple? Eh ben c'est ça, on appelle ça une empreinte génétique. Et on va regarder un peu comment ça fonctionne, et un petit peu son histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Gros avertissement avant de commencer la vidéo. Je vais aborder notamment l'histoire de la technique, d'accord? Qui, bien entendu, notamment pour son histoire française, est mêlée à plusieurs affaires criminelles, plusieurs meurtres et viols. Il n'y a pas d'image violente. Malgré tout, trigger warning, on va parler de meurtre, un peu de meurtre et de viol. Voilà. Avant de continuer la vidéo, vous êtes prévenus. En 1985, Alex Jeffreys, un chercheur britannique, va identifier des séquences appelées les séquences microsatellites en travaillant sur la séquence génétique de l'hémoglobine. Cette protéine qui est dans notre sang, qui transporte l'oxygène et qui donne sa couleur rouge au sang. Ces séquences microsatellites sont constituées d'une répétition du même motif, le même mot, en quelque sorte, répété à la suite un nombre de fois variable. Et c'est là tout l'intérêt, c'est cette variabilité. La première chose que ce scientifique a observé, c'est que le nombre des répétitions variait. D'abord entre espèces, mais aussi au sein d'une même espèce. Typiquement, ce nombre variait entre différents êtres humains. Lorsque l'ADN est répliqué, c'est-à-dire quand on va en faire une copie, la molécule qui duplique, l'espèce de photocopieuse, qu'on appelle l'ADN polymérase, va produire une copie parfaite du génome, ou quasi parfaite. En général, comme petites erreurs, on parle de mutation. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un cas un peu différent. Dans certains cas, l'une des séquences va former une petite boucle et plusieurs des motifs ne vont pas être lus par l'ADN polymérase. Ça va conduire à l'ajout de nouveaux motifs ou au contraire à la suppression de motifs. La séquence va alors avoir plus ou moins de motifs que la séquence originelle. C'est généralement sans conséquence, surtout quand c'est dans des zones non codantes, c'est-à-dire entre les gènes. Ça peut avoir des grosses conséquences quand ça se produit au milieu d'un gène. C'est le cas notamment de la maladie d'Huntington, où c'est un microsatellite, quand il présente un trop grand nombre de motifs, entraîne la fameuse maladie d'Huntington. Donc le nombre de motifs présents à un endroit, un locus, en termes génétiques précis, varie. Une seule position ne permet pas d'identifier une personne avec certitude. Des variations entre 1 et 200, ce n'est pas suffisant, ça n'assure pas une variabilité suffisante pour identifier une personne à coup sûr. C'est pour ça qu'on utilise en réalité 13 marqueurs, 13 locus. La combinaison de tous ces marqueurs, 13, multiplié par 2, puisqu'ils sont sur le chromosome, donne une combinaison qui est suffisamment unique pour permettre d'identifier avec certitude une personne au milieu de toutes les autres. À l'exception, bien sûr, des jumeaux, qui eux ont exactement le même nombre de marqueurs. Alors, ces marqueurs n'ont pas été choisis au hasard. 13 est un nombre à la fois suffisant pour permettre l'identification de manière unique, mais pas trop important pour garantir que la technique ne soit pas trop chère. Et surtout, ces marqueurs ont été sélectionnés à l'époque parce qu'ils n'apportaient aucune information, notamment aucune information ethnique. On sait en réalité aujourd'hui qu'un des marqueurs est lié à une maladie rare, ce qui a priori devrait poser un problème légalement, mais ça ne semble pas être le cas. Donc, après, c'est aussi peut-être parce que c'est une maladie très rare, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Donc, à partir de ces marqueurs, il est donc en tout cas impossible de reconstituer, d'avoir des informations sur la personne. Il y a toutefois un marqueur ajouté en plus qui sert à déterminer si la personne est un homme ou une femme. Ou en tout cas, c'est un chromosome Y. Généralement, si un chromosome Y, c'est que c'est plutôt un homme, mais il y a parfois des exceptions. Alors, quoi qu'il en soit, Alex Jeffreys, quand il fait sa découverte, voit tout de suite l'intérêt. Identifier de manière unique une personne à partir de son ADN. Un an après sa découverte, la technique est déjà utilisée sur une première affaire
2 meurtres et viols. Donc l'ADN va permettre à la fois de montrer que les 2 personnes ont été tuées par la même personne, mais aussi que le principal suspect est innocent. Une grande campagne est organisée dans la région pour prélever l'ADN de 5000 personnes de la région. Campagne qui fait chou blanc puisque le coupable parvient à se soustraire et à demander à un ami de donner son ADN à sa place. Malgré tout, il sera plus tard condamné en fait. Et très rapidement, la méthode va être importée aux États-Unis et elle va servir dans de nombreuses affaires, notamment par exemple des affaires criminelles comme l'affaire O.J. Simpson. Et aussi, effectivement, elle va gagner toutes ses lettres de noblesse en permettant de disculper des personnes qui étaient dans le couloir de la mort. De l'autre côté, en France, en 1986, l'ADN n'est toujours pas utilisé. Donc dans l'affaire du grêlé, un assassin et violeur qui sévissait en France, le propre frère d'une des victimes avertit les enquêteurs de 36 quai des Orfèvres que cette technique existe et qu'elle pourrait être exploitée. L'adjoint, Jean-Louis Huescar, se souvient. C'était Delesbrousse qui nous racontait. Aucune recherche ADN n'avait été faite sur le territoire français, alors qu'il y avait des identifications et un fichier en Angleterre. Mais le juge d'instruction ne donnera pas suite et l'ADN n'est pas utilisé dans cette affaire. Il faut attendre les années 90 pour que la police française se mette à utiliser l'ADN pour les enquêtes criminelles. Et les débuts sont laborieux. 2 chercheurs du CHU de Nantes, Olivier Pascal et Jean-Paul Moisan, vont commencer à utiliser la technique ADN pour des identifications criminelles et vont même commencer à mettre sur pied leur première base de données des criminels, sans cadre légal et sans autorisation. C'est l'affaire Guy Georges qui va tout faire basculer. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Mais on peut rien en faire, on n'a pas de moyen de comparaison, pas de fichier légal. La putain de loi l'autorise pas. On a 2500 ADN de délinquants sexuels qui sont stockés ça et là. Légalement, on ne peut pas s'appuyer dessus. Le juge d'instruction, Gilles Bertil, chargé de l'affaire, et moi-même avons décidé de contourner la loi. Le juge vient de délivrer une mission d'experts, contraignant tous les labos à rechercher systématiquement SK1 dans leurs fichiers. Certains labos vont refuser. Vous exigez d'eux un refus par écrit, en leur précisant qu'il sera versé au dossier. On en reparle à la prochaine victime. Ils céderont. Mais l'ADN ne suffit pas à identifier le criminel. 2 fois suspecté, Guy Georges est à chaque fois relâché avant de finalement arrêté, identifié formellement par son ADN et jugé plus tard. Le choc de cette affaire pousse le gouvernement à mettre sur pied un fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Ouvert à partir de 2001 et d'abord réservé aux délinquants sexuels, à partir de 2003, il est ouvert à la quasi-totalité des crimes et délits. Toute personne suspectée d'un délit va donc voir son ADN prélevé et être stocké dans ce fichier, même si la personne est innocente. Par contre, si la personne est innocentée, la durée de conservation est réduite. Les empreintes génétiques sont donc stockées dans un fichier français, mais peuvent aussi être comparées avec d'autres fichiers, notamment les fichiers au niveau européen via l'agence Europol ou au niveau international via l'agence Interpol. Alors, il faut savoir qu'en France, refuser de prélever son ADN est un délit. Toutefois, on ne peut pas vous forcer à donner votre ADN, puisque, effectivement, il s'agit de prélever des éléments intérieurs de votre corps, généralement en utilisant une espèce de coton-tige qu'on passe contre la paroi buccale et qui permet de prélever quelques cellules qui suffisent à extraire facilement l'ADN. Si vous vous opposez au prélèvement de votre ADN, vous risquez effectivement de passer devant le tribunal, ce qui est déjà arrivé, notamment à des faucheurs d'OGM, mais les policiers sont en droit de récupérer votre ADN d'autres manières, notamment le prélevant sur un verre en garde à vue ou sur un cheveu qui aurait pu tomber, là encore, notamment dans les cas de garde à vue. Depuis les années 2000, les ADN génétiques sont devenus monnaie courante, aussi bien dans le vrai travail policier que dans les séries télé, notamment dans les séries comme Les Experts. On n'imagine pas une série policière sans ADN. Et quand on la voit dans les séries télé, on a un peu l'impression que la preuve est parfaite. Sauf que là, c'est beaucoup moins le cas. Si l'ADN est fréquemment utilisé par les polices, il n'en est pas moins une preuve qui n'est pas toujours fiable. D'abord, il y a des limitations techniques qu'on n'a toujours pas réussi à surmonter. Si les ADN sont mélangés, il est impossible de les discerner et donc d'identifier les profils génétiques. Deuxième limitation,
quand l'ADN est trop dégradé, notamment quand il est exposé aux intempéries, au soleil, à des produits chimiques, il est impossible de le répliquer et de l'exploiter. Des erreurs humaines peuvent fausser les résultats. Tubes inversés lors des analyses. Dans le dossier, j'ai lu aussi une notification de l'expert qui explique qu'il s'est trompé dans le premier rapport, celui de 95. Il a à l'époque fait une erreur de frappe. Il dit qu'en vérité, c'est vous le coupable. Un expert qui se trompe, on ne peut pas fonder une accusation là-dessus. Mauvaise manipulation. C'est notamment le cas dans l'affaire du fantôme d'Elborn, où une trace ADN a été retrouvée dans un très grand nombre de scènes de crime, variées, y compris le meurtre d'une policière en Allemagne, scènes de crime en Allemagne, en France et en Autriche, jusqu'à qu'on s'aperçoive qu'en fait que les petits bâtons de prélèvement ADN avaient été contaminés. Une employée avait laissé son ADN dessus, et c'est cet ADN qui avait été analysé et identifié dans toutes ces affaires. Et donc il fallait reprendre toutes ces affaires à zéro. Enfin, la technique s'améliore. Au début des années 2000, 500 nanogrammes d'ADN étaient nécessaires. Aujourd'hui, seulement 0,3. Ce qui permet effectivement d'identifier des traces très très infimes. Tellement infimes que là, il y a une trace ADN de moi qu'on peut identifier par ce simple contact. Alors c'est très pratique, mais ça commence à être tellement petit que tout et n'importe quoi, comme trace ADN, peut être récupéré. Et là, on arrive dans un petit problème. Il est très facile et très fiable de comparer une trace ADN et l'empreinte génétique d'une personne. Toutefois, il faut être sûr que la trace ADN qu'on a identifiée appartient bien au criminel. Que cette trace ADN n'a pas été déposée à un autre moment, dans une autre occasion, ou qu'elle n'a pas été transférée. Un cheveu, par exemple, déposé sur un vêtement, pas sur un autre vêtement d'une personne dont vous êtes proche, et votre ADN se retrouve parfois, comme ça, à contaminer une ou deux personnes, et peut arriver, par un hasard malheureux, sur une scène de crime. Surtout que, contrairement aux États-Unis, en France, très peu de contre-expertises sont demandées par les avocats. En général, les avocats laissent la preuve ADN et ne cherchent pas forcément à la disculper. Et puis il y a des criminels qui tentent parfois de déjouer ça. Il y a par exemple un criminel qui, lors d'un cambriolage, avait déposé des cheveux qu'il avait volés chez un coiffeur, des bouts de cheveux coupés chez le coiffeur, sur la scène de crime. Indice, ça marche pas, hein, mais bon, voilà. Il y en a déjà qui tentent effectivement de biaiser le système. Je vous mets dans la description un article que j'ai trouvé, un article en français, plein de cas en France, ou dans les affaires criminelles ou autres, des gens tentaient de contourner l'ADN notamment. C'est très intéressant, dans la description. Ce qui est en cause n'est pas tellement la technique, mais parfois, comme c'est manipulé par des êtres humains, la faiblesse humaine, ça arrive. Mais surtout, c'est la toute croyance en la fiabilité absolue de cette preuve. C'est une preuve, mais qu'il faut contextualiser. Merci beaucoup pour la vidéo. Je tiens à remercier, j'en profite, tous les gens qui sont arrivés récemment, notamment sur le compte Twitter et sur la chaîne YouTube. Là, il y a eu un petit pic, il y a eu un bon pic d'abonnements et de vues aussi. Je tiens vraiment à vous remercier. Ça me fait très plaisir. Et voilà, continuez comme ça. N'hésitez vraiment pas à partager. Voilà. J'ai pas énormément de vues, donc vraiment ça me fait plaisir. Voilà. Donc voilà. N'oubliez pas, partagez alors Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux que vous voulez. IRL aussi, parlez-en. Voilà. N'oubliez pas donc les petits pouces bleus, s'il vous plaît, positifs. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de mettre la cloche pour être prévenu, parce que dans certains cas, YouTube oublie de vous prévenir. Hein. Méchant YouTube. Méchant. Merci beaucoup. Ciao.